Allez, je vous propose de démarrer. Il est 14h04 pour pas prendre de retard. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à ce 5e webinaire du cycle Mon Territoire Bio, consacré aujourd'hui au lien entre agriculture et climat, plus particulièrement au lien entre dérèglement climatique et agriculture. Nous allons voir aujourd'hui comment l'agriculture est à la fois une cause, une victime du dérèglement climatique, mais aussi un levier important pour sa réduction, notamment sa réduction sur nos territoires. Donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment relever le défi en Ille-et-Vilaine. Comme il y a peut-être des participants qui ne connaissent pas AgroBio 35, je vais présenter AgroBio 35 vraiment en une petite minute. Donc, nous sommes une association de développement de l'agriculture biologique, 30 ans basée en Ille-et-Vilaine. Nous représentons aujourd'hui 500 producteurs et productrices biologiques et nous accompagnons les agriculteurs et agricultrices à l'amélioration de leurs pratiques, à la conversion à l'installation en bio, mais également, depuis 5 ans maintenant, les territoires, les collectivités à la transition agricole et alimentaire. Alors, pour ce webinaire aujourd'hui, je serai accompagnée par Laura Toulet. Je vais laisser se présenter en quelques mots. Bonjour Laura. Oui, bonjour à toutes et tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis coordinatrice du pôle développement de la production à AgroBio 35, qui est le pôle qui accompagne le développement du nombre de fermes et le nombre d'hectares en bio en Ille-et-Vilaine, et également qui s'occupe de tous les enjeux qui sont liés au climat, à la qualité de l'eau et à la biodiversité. Voilà, donc c'est moi qui introduis un petit peu le sujet du climat et qui fait en sorte que l'enjeu soit intégré dans les problématiques des fermes bio également. Alors, pour ma part, pour me présenter, je suis Constance Meyenberg, je m'occupe des sujets de transition territoriale au sein d'AgroBio 35 et nous serons aujourd'hui rejoints vers 15h15 par donc un autre intervenant du jour, Olivier Dehaze, donc, qui est vice-président climat et énergie à Rennes Métropole, également maire d'Assigné. Et il nous partagera avec son témoignage l'action de Rennes Métropole en faveur du climat, justement grâce au levier de la transition agricole et alimentaire. Rapidement sur Zoom, petit point technique, donc je vais vous demander de désactiver votre son pour l'instant pour que vous puissiez tous bien entendre. On va juste se servir de la discussion. N'hésitez pas, je vois qu'il y en a déjà qui ont contribué dans le chat. Je vais vous poster le lien Mon Territoire Bio et la page climat sur laquelle on va dérouler le webinaire aujourd'hui. Alors, j'en profite pour vous parler de ce site support de tous nos webinaires que vous voyez à l'écran, où dans l'onglet Agir, voilà, vous avez différentes pages qui constituent le support à nos différents webinaires. Dans l'onglet webinaire, vous avez accès à tous les replays une semaine après les webinaires que nous faisons, et c'est pour ça que les webinaires sont enregistrés, comme c'est le cas aujourd'hui, pour permettre de les diffuser à un maximum de personnes. Et puis, vous pouvez retrouver les onglets, la bio c'est quoi, AgroBio, diagnostic également. Donc, nous allons nous concentrer sur la page climat aujourd'hui. N'hésitez pas vraiment à poster vos contributions pendant tout le webinaire. On a un emploi du temps assez chargé aujourd'hui, presque à la minute. Donc, vraiment, le long de l'intervention dans le chat, et on prendra des temps après chaque partie pour pouvoir y répondre. N'attendez pas la fin parce que je pense qu'à la fin, ça va être assez rapide. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis aussi, vos contributions, c'est du partage d'expérience. C'est aussi pour ça que vous êtes là tous ensemble. Ça vient enrichir le webinaire et les débats. Donc, voilà, on en a vraiment besoin. Donc, c'est moi qui vais prendre la main. Donc, vous vous retrouvez ici sur la page de Mon Territoire Bio, sur la page climat, pour celles et ceux qui auraient déjà cliqué sur le lien que Constance vous a envoyé dans la discussion. Et donc, l'idée de ces 2 heures qu'on va passer ensemble, là, c'est d'aborder 4 grands points. Dans un premier temps, pour essayer de vous mettre un peu au même niveau, puisqu'on a vu que là, les niveaux d'approche et de connaissance de l'agriculture face au changement climatique n'étaient pas le même par toutes et tous. On va quand même prendre un temps pour recontextualiser les choses. En gros, essayer de se pencher sur la question le changement climatique, c'est quoi? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de ça? Ensuite, de faire un peu le lien entre alimentation, agriculture et changement climatique.
faire un petit zoom sur les particularités de l'agriculture biologique par rapport à cet enjeu du climat, et puis enfin se pencher sur les questions pour lesquelles vous êtes particulièrement présent, je pense, qui est l'action. Comment je passe à l'action en ayant connaissance de tous ces éléments sur mon territoire et compte tenu de mes compétences d'élu. Donc, pour rappeler au niveau du contexte, donc là, j'imagine qu'il y a déjà des personnes parmi nous qui connaissent ces éléments, mais ça fait toujours du bien de se le rappeler. Pour ceux et celles qui suivent ça de près, vous avez dû certainement prendre connaissance des derniers éléments des rapports du GIEC. Le dernier groupe de travail a publié ces éléments hier, il me semble. Et donc, le dernier rapport du premier groupe d'août 2021 met très largement en évidence le fait que le changement climatique aujourd'hui observé est intégralement lié à l'activité humaine. Et c'est cette activité humaine qui crée un déséquilibre au niveau de l'effet de serre et qui fait que l'atmosphère actuellement se réchauffe plus rapidement que naturellement et engendre tout un ensemble d'effets derrière qui ont des répercussions sur l'environnement, sur les êtres humains, sur les êtres vivants en général. Et si vous allez regarder un petit peu plus dans la bibliographie, vous verrez très souvent des courbes qui mettent en relation le démarrage de l'ère industrielle et l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. La corrélation est parfaite et aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute sur le fait que l'activité humaine est intégralement cause du réchauffement climatique. Hop. Donc, vous avez ici, pour en savoir un petit peu plus, on vous a remis ici les accès au groupe de travaux du GIEC, où vous allez là retrouver des éléments vraiment très détaillés de ces éléments-là qu'on va pas balayer ici, parce qu'on ne va pas rentrer dans ce niveau de détail. En termes d'observation de ce qui se passe actuellement au niveau mondial, et donc au niveau de nos territoires en conséquent, ce qui est très visible et ce dont on parle régulièrement, c'est l'augmentation de la température. Donc, on est depuis l'ère pré-industrielle, donc grosso modo depuis 1850, à une augmentation des températures mondiales de plus 1,1 degré. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe à l'échelle nationale, la France est un territoire sur lequel l'élévation de la température est supérieure à ce qui se passe à la moyenne au niveau mondial, avec une élévation de température de plus 1,7 degré depuis le début du XXe siècle. Et donc, ce différentiel et cette augmentation plus marquée sur le territoire français va se prolonger sur les prévisions qui sont faites de la part du GIEC. Un élément qui est souvent évoqué, c'est également l'élévation du niveau de la mer, qui est liée à la fois à la fonte des glaces et à la fois à la dilatation des océans liée à l'augmentation de la température. Et depuis 1980, entre 1993 et 2019, on est à une élévation du niveau de la mer au niveau mondial d'à peu près plus 9 cm. Et pour le coup, on est sur un phénomène qui est enclenché. On sait d'ores et déjà que les niveaux d'élévation vont être très importants d'ici la fin du 21e siècle, avec des hauteurs de plus 3 à plus 6 mètres d'élévation du niveau de la mer, ce qui implique, pour schématiser, mais ce qui est annoncé par le GIEC, que d'ici 2100 ou un petit peu plus, l'intégralité des activités portuaires seront complètement rayées de notre carte, puisque submergées par les niveaux d'eau qui auront très largement augmenté. En termes de projection, lorsqu'on regarde ce qui se passe au niveau de la Bretagne, ce qui est prévu d'ici 2050, donc c'est bientôt, 2050, on est à plus 0,8 à plus 1 degré. Ce qui est une vitesse d'augmentation de la température qui est relativement rapide, puisque ce qui nous est indiqué ici, c'est que, grosso modo, en 50 ans, on va prendre 1 degré supplémentaire, ce qu'on avait à peu près pris depuis 1900 étant 1,7 degré. Et donc, ce qui induit derrière des augmentations également des vagues de chaleur et de la durée des périodes de jours chauds, donc c'est des journées où on est à plus de 25 degrés de température moyenne, donc jour et nuit confondus, passant donc de plus 12 à plus 38 jours chauds à l'horizon 2100, et ce qui a également des conséquences derrière sur les périodes de stress hydrique. Donc je vous ai indiqué ici, parce que nous c'est une question qui nous intéresse beaucoup et qui parle principalement aux agriculteurs, c'est demain comment est-ce que je gère principalement les aléas climatiques, que ce soit sécheresse ou gel tardif, principalement. Et donc, on passerait sur une période de stress hydrique qui est actuellement de 2 mois à une période de 4 mois sur l'année.
Je vais vous montrer rapidement quand même la ressource de Météo France sur les prévisions, qui est assez bien faite. Donc, vous arrivez sur la page de Météo France ici et vous cliquez sur le territoire français métropolitain et ensuite on peut avoir tout un tas de données à l'échelle des régions, dont à l'échelle de la Bretagne. Et donc, vous avez ici les évolutions constatées du climat et les projections futures sur les températures, les précipitations, les phénomènes, donc principalement les vagues de sécheresse, et les impacts autres, et dont en particulier l'humidité. Donc, ce que vous avez sur ce graphique-là, c'est 3 zones. Donc, la zone du haut, comme une zone à très forte tendance hydrique, donc avec une forte humidité des sols. La zone intermédiaire, c'est la zone de confort en termes d'humidité pour les plantes. Et la zone inférieure, ici, c'est la zone considérée comme une zone de stress hydrique pour les productions végétales. Donc, grosso modo, lorsque votre courbe passe en dessous du tiers inférieur, on est en période de stress hydrique. Donc là, la courbe orange, c'est la moyenne entre 1961 et 1990. Je rajoute ici la moyenne entre 1881 et 2010. Et vous voyez que, grosso modo, on est en période de stress hydrique de mi-juillet jusqu'à fin septembre. Lorsqu'on passe au climat futur, on a exactement la même courbe qui s'affiche. Et donc, vous avez ici en vert clair, donc en orange, vous avez la courbe de la moyenne des années 60 aux années 90. Et en vert, vous avez ici les projections à horizon 2050 selon le scénario intermédiaire, on va dire. Et donc, on voit qu'on passe déjà à une période de sécheresse qui s'étale de début juin jusqu'à fin octobre. Lorsqu'on fait une projection à horizon 2100, cette période de stress hydrique augmente encore et on passe d'une période de stress allant de fin mai jusqu'à mi-novembre. Autrement dit, sur la moitié de l'année, alors qu'on est quand même sur un territoire où la pluviométrie est considérée comme devant rester approximativement à l'identique, on augmente très significativement la période de stress hydrique avec des conséquences non négligeables sur la conduite des cultures derrière en termes d'organisation agricole. En parallèle de ça, donc face à ces constats, les organisations internationales, mais également la France, prennent des engagements pour essayer de réduire leur empreinte au maximum et d'enrayer les effets du changement climatique. Un des points les plus importants qui est souvent ramené sur le devant de la scène, c'est les éléments qui sont inscrits dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone et qui visent une réduction de 75% des émissions de gaz à effet de serre du territoire français, soit un facteur 4 en termes de proportion de réduction, et également la neutralité carbone. Autrement dit, avoir des puits de carbone qui compensent d'autant les émissions de gaz à effet de serre émises par la France. Attention, on ne parle que des émissions émises à l'échelle du territoire et il faut savoir que 51% des émissions aujourd'hui qui sont nécessaires à l'ensemble des produits utilisés sur le territoire français sont importées. Donc, on émet des émissions de gaz à effet de serre en dehors du territoire géographique de la France pour des produits qui sont in fine utilisés en France. Donc, ça pose question quand même sur le périmètre d'engagement de la France à ce sujet-là. En parallèle, on a le plan Ecophyto, donc qui s'était donné un objectif initial de réduction des émissions, de réduction de l'utilisation des pesticides qui a été reporté en 2025 à une diminution de 50%. Et ce qui est constaté, là, le bilan qui est sorti en 2021, c'est que finalement, on est à une augmentation de 15% de l'utilisation des produits phytosanitaires sur les 10 dernières années. Donc, on est très, très loin d'avoir atteint les objectifs qui étaient fixés dans ce cadre-là. Vous avez également le programme Ambition Bio 2022 avec un objectif de 15% de la surface agricole utile de la France qui soit en bio d'ici 2022. Donc, c'est aujourd'hui, on y est et nous sommes actuellement à 9,5% de la surface agricole utile en bio. C'était les chiffres au 1er janvier 2021, donc on doit être autour de 10,5 ou 11% aujourd'hui, mais on n'est pas encore à l'objectif qui était fixé par le programme Ambition Bio. Et enfin, je vous évoque tout ça parce que vous allez voir que c'est un lien indissociable avec la question du changement de modèle agricole vis-à-vis de l'enjeu climat. Sur le volet alimentation, nous avons le programme national nutrition santé là, qui a certains objectifs qui sont en particulier d'augmenter la consommation de fruits et légumes et de ne pas dépasser le seuil de 500 grammes de viande par personne par semaine, alors qu'on est aujourd'hui plutôt autour de 1 kg, 1,5 kg
de produits carnés consommés par semaine par les consommateurs français. Voilà. Donc tout ça pour vous dresser un petit peu le panorama du contexte dans lequel se pose la question du changement climatique aujourd'hui. Et on va voir dans un second temps quelle est la place de l'agriculture du coup vis-à-vis de cet enjeu-là. Merci Laura pour cette introduction. Est-ce que vous avez des questions, des demandes de précision ou des réactions face à cette première partie? Je sais qu'il est 14h25, après le déjeuner, c'est le moment qui est un petit peu difficile. Donc, n'hésitez pas, on va laisser des moments de questions possibles après chaque partie. Ok, ça a l'air limpide pour tout le monde. On va continuer sur la partie agriculture, alimentation et changement climatique. Oui, on était vraiment sur des parties de généralité là, mais c'est quand même toujours intéressant d'avoir en tête les éléments contextuels dans lesquels on se pose ces questions-là. Donc, sur la question de l'agriculture, de l'alimentation face au changement climatique, où se situent ces grands chantiers d'action là par rapport à cet enjeu-là. Donc, on vous a posé la question tout à l'heure de la place de l'agriculture dans les émissions de gaz à effet de serre au niveau national. On vous a remis ici la place de l'agriculture dans les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc, on est à peu près à un quart des émissions de gaz à effet de serre mondiales qui proviennent du secteur agricole. Au niveau national, vous retrouvez ici les 19% des émissions de gaz à effet de serre qui sont induites par le secteur agricole. Et en particulier, la part de l'activité agricole dans les émissions des trois principaux gaz à effet de serre, donc qui sont le protoxyde d'azote, le méthane et le dioxyde de carbone. Donc simplement un petit rappel là, parce que je ne sais pas quel est le niveau de connaissance des uns et des autres, mais généralement quand on va parler d'émissions de gaz à effet de serre, on va parler en équivalent CO2. Donc on va tout ramener dans une unité commune qui est celle du dioxyde de carbone, qui parle le plus aux uns et aux autres. Et pour faire ces conversions, on va tenir compte des différents pouvoirs de réchauffement global des différents gaz à effet de serre. Donc il faut savoir que le protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre qui est 300 fois, à peu près 298 pour être précise, fois plus puissant que le dioxyde de carbone, et que le méthane, quant à lui, est à peu près 25 fois que le dioxyde de carbone. Donc on va parler en équivalent CO2 pour simplifier, mais il faut savoir que ce sont donc ces trois principaux gaz à effet de serre, et je vais revenir dessus pour vous expliquer, pour celles et ceux qui n'auraient pas de notion de ça, d'où est-ce qu'ils proviennent dans l'activité agricole, pour que vous compreniez quelles en sont les sources. Et donc, parmi les émissions nationales de protoxyde d'azote, l'agriculture représente 87% de ces émissions-là. Donc, si on décide à un moment donné de réduire les émissions de gaz à effet de serre par l'entrée protoxyde d'azote, on sait que 87% proviennent de l'agriculture et donc que c'est principalement l'agriculture qu'il faudra interroger sur ces émissions-là. Pour le méthane, on est sur des ordres de grandeur similaires avec 70% des émissions du méthane qui proviennent de l'agriculture. Et pour le dioxyde de carbone, qui finalement est le gaz à effet de serre qui nous vient peut-être le plus spontanément à l'esprit, l'agriculture ne représente que 3% des émissions de CO2. Donc on va revenir sur ces processus d'émissions à l'échelle d'une ferme et vous allez comprendre pourquoi et en quoi ces différents gaz occupent ces proportions-là. Et à l'échelle de la Bretagne, donc 19% au niveau national, et à l'échelle de la Bretagne, on passe à 45% des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent du secteur agricole. Donc on a une très nette différence avec une augmentation significative qui est particulièrement liée à la place de l'élevage qu'on va retrouver sur notre territoire, qui représente finalement plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre agricole à l'échelle de la Bretagne. Donc ce qui est très significatif. Et la particularité et la difficulté, j'ai envie de dire, c'est que sur l'ensemble de ces émissions de gaz à effet de serre, on en a 90% quasiment qui proviennent de processus biologiques et donc qui vont être peut-être plus difficiles à réguler et plus difficiles à jouer. On va avoir plus de mal à jouer dessus que sur des processus de consommation directe où lorsqu'on tourne la clé du tracteur, eh bien, c'est plus facile de jouer sur ce levier-là que sur des processus biologiques dont on ne maîtrise pas tous les paramètres. Donc là, simplement, pour vraiment vous mettre en évidence l'importance, vraiment le poids de l'agriculture sur notre territoire. Donc ça, vous êtes au courant, mais du coup, indirectement, sur le poids qu'elle occupe parmi les émissions de gaz à effet de serre de ces territoires-là. Et 45%, c'est la moyenne bretonne. Il y a des disparités entre les territoires, en particulier pour les territoires les plus ruraux. On peut monter jusqu'à 60% des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent de l'activité agricole.
mais ce qui est complètement logique compte tenu de l'activité économique du territoire. Pour clarifier un petit peu du coup les processus d'émission à l'échelle d'une ferme, vous avez un graphique qui vous représente les différentes sources émettrices de gaz à effet de serre à l'échelle de la ferme. Donc vraiment, ce qui sort de la ferme à l'échelle de la ferme. Donc on ne tient pas compte de ce qui est produit en amont et en aval de l'activité de la ferme. Principalement, vous avez donc ici le méthane. Donc je vous rappelle, le méthane, gaz à effet de serre qui est 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, qui représente donc 45% des émissions du secteur agricole au niveau national et qui représente 55% des émissions de gaz à effet de serre agricole au niveau breton. Ce gaz provient principalement de la fermentation entérique des ruminants. Donc là, c'est vraiment lié au fonctionnement du rumen. Donc difficile de faire bouger de manière significative, on va dire, les émissions de ce gaz à effet de serre-là, en modifiant la ration ou autre. On va voir comment est-ce que nous, on propose de réduire cette partie-là. Et ensuite, c'est sur tout ce qui est gestion des déjections animales, donc à la fois au niveau du stockage et à la fois au niveau des épandages, qui vont venir produire du méthane et également produire du protoxyde d'azote. Donc ce protoxyde d'azote, c'est 40% à peu près des émissions de gaz à effet de serre agricole au niveau national et c'est 35% au niveau de la Bretagne. Donc une part importante provient de la gestion des déjections animales et l'autre part qui est importante dans ces émissions de gaz à effet de serre, c'est la fertilisation azotée à base d'azote minéral principalement, qui vont venir produire par des processus derrière de nitrification, dénitrification de l'azote apporté aux cultures, du protoxyde d'azote. Et enfin, vous avez le dioxyde de carbone, qui lui va provenir principalement du chauffage des bâtiments et essentiellement du fuel utilisé pour le matériel agricole qui va tourner sur les fermes. Et donc, qui représente seulement 10%, seulement entre guillemets, 10% des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole breton, avec la particularité sur certains territoires qui sont occupés par des bâtiments chauffés, et en particulier les serres agricoles, où du coup, cette part de dioxyde de carbone pourra occuper une proportion un peu plus importante. On l'a vu à l'échelle de Rennes Métropole, où on a des serres chauffées qui sont significatives et qui du coup font augmenter la part d'émissions de gaz d'émissions de CO2 dans les gaz à effet de serre liés à l'agriculture. Donc ça, c'est pour ce qui se passe à l'échelle de la ferme, vraiment sur le périmètre activité agricole ferme. Lorsqu'on va regarder ce qui se passe en amont également, donc je vous ai rajouté ici sur le même graphique les activités amont qui produisent l'ensemble des éléments qui sont nécessaires au fonctionnement de la ferme. Donc vous avez essentiellement la fabrication des intrants et le transport lié à ces intrants. Et donc, ce qu'il faut principalement retenir, c'est que vous avez à cette étape-là de la fabrication des émissions de protoxyde d'azote qui sont principalement liées à la fabrication industrielle des engrais minéraux. Et ensuite, vous avez tout ce qui est dioxyde de carbone qui est principalement lié, du coup, pour le coup, au transport lié à l'importation, que ce soit des engrais, des pesticides, des semences, mais également à la fabrication du matériel et des bâtiments que l'on va retrouver sur les fermes, et également à l'importation et à la fabrication des aliments, des fourrages, des produits vétérinaires. Donc plus on est dépendant d'intrants extérieurs, plus la part des émissions de gaz à effet de serre liées à l'amont va être importante. Oui, je pense que c'est important qu'on s'arrête peut-être 2 secondes sur ce graphique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous pouvez mettre un petit pouce si ça l'est? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment. On est un peu vraiment au cœur du sujet. Voilà, je vois des petits pouces qui arrivent. Vraiment, n'hésitez pas. Hein. Je pense que c'est important qu'on y prenne 1 ou 2 minutes si jamais il y a des aspects qui ne sont pas clairs. OK. 8, 9, 10 pouces. Ça a l'air bon pour à peu près tout le monde. Sinon, n'hésitez pas dans le chat et puis on y reviendra un peu plus tard. Merci. Donc, j'aurais pu rajouter un bloc en plus, là, par-dessus. Parce qu'on voit, on a vu l'amont ici, on a vu la ferme et on aurait pu rajouter un bloc aval derrière. Et donc, on va essayer de vous en parler un petit peu et c'était l'objet de notre question dans l'introduction lorsqu'on vous demandait quelle était la part de l'agriculture dans les émissions de gaz à effet de serre de la consommation des Français.
Vous avez ici un graphique du coup qui vous représente les sources d'émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation des Français. Donc vous avez, si je commence à droite, ici 4% qui sont liés aux émissions de gaz à effet de serre au moment de la consommation à domicile. Donc là, ça va être vos plaques électriques, votre micro-ondes, votre mixeur que vous allez utiliser chez vous pour transformer vos aliments ou les réchauffer ou les cuire. 5% ici, c'est tout ce qui correspond à la vente et à la vente de restauration en restauration. Les 4%, c'est le transport, donc les transports qui sont liés aux courses entre le domicile et le lieu d'achat des produits alimentaires, principalement. Le 14%, c'est tout ce qui est lié au transport de la marchandise. Donc là, c'est toute la flotte liée à l'agroalimentaire, principalement, au transport des matières premières qui vont arriver vers les lieux de commercialisation ou vers les lieux de transformation industrielle, donc qui est significatif quand même. 6% qui sont liés à la transformation, donc les opérateurs transformateurs. Et enfin, 67%, donc 2/3 de notre empreinte alimentaire qui va être liée au secteur de la production agricole, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu précédemment ici. Donc, conclusion, on ne peut pas se poser la question de la réduction de notre empreinte alimentaire sans se poser la question de la réduction de l'empreinte carbone de l'agriculture par ailleurs. Et enfin, ce qui est intéressant d'avoir en tête également, on ne vous a pas mis le graphique ici, mais vous pourrez le consulter par ailleurs, c'est la place qu'occupe la production animale dans notre assiette et dans le bilan carbone. Et en particulier, l'occupation du sol, on est aujourd'hui sur 80%, on est même à 82% de la SAU, la surface agricole utile au niveau national, qui est occupée par des productions qui vont servir à nourrir nos cheptels. Et en parallèle, et ça correspond au rapport, aujourd'hui il faut on dit toujours 3 à 4 kilos de céréales et de protéagineux pour faire 1 kilo de viande. Et bien là, on a exactement ça lorsqu'on voit qu'il nous faut 82% de la SAU nationale pour alimenter nos cheptels, alors que, in fine, on est seulement à 30% de notre assiette qui est occupée par des produits animaux. Donc, petite introduction et on va rentrer en détail ensuite derrière. Mais donc, tout simplement pour vous dire que là, vous avez déjà des éléments chiffrés qui vous montrent qu'on ne peut pas envisager un changement, une réduction de l'impact, en tout cas de notre consommation alimentaire sur les émissions de gaz à effet de serre sans envisager la question du mode de production qui est associé derrière, et qu'on va avoir une question autour de la place de l'élevage également, si demain on veut réduire notre empreinte carbone et être plus autonome en alimentation sur les territoires. Est-ce qu'on prend un petit temps de questions là-dessus, Constance, éventuellement aussi? On peut. Ou de réflexion? Ça suscite chez vous des réactions ou des questionnements? Où on est clair et limpide. C'est des choses qui sont évidentes pour tout le monde. Un peu plus de temps sur les particularités de l'agriculture biologique face au changement climatique. Allez, on avance. Donc, on va vous parler un petit peu d'agriculture bio parce que nous, c'est notre travail au quotidien. On connaît particulièrement ce mode de production-là. Et puis aussi parce qu'on est sur un mode de production qui, au-delà de la question du changement climatique, a quand même des aménités, des effets positifs sur l'ensemble des autres compartiments de l'environnement, que sont l'eau, la biodiversité, également la santé économique des fermes. Et donc là, la question du climat vient en plus et on peut pas passer à côté de ça. Et nous, c'est vrai qu'au sein d'AgroBio 35, on s'y intéresse depuis maintenant 4-5 ans avec un groupe d'agriculteurs qui réfléchit à la stratégie de l'enjeu climat, savoir comment est-ce qu'on intègre mieux cette problématique sur les fermes. Et avant de se questionner sur l'amélioration, on est allé chercher quand même à connaître quelle était la place de l'agriculture bio et quels étaient les points forts et les points négatifs potentiels de l'agriculture biologique par rapport à cette question du climat. Donc déjà, d'une part, on a quand même un cahier des charges qui impose un certain nombre de pratiques qui sont favorables au climat et qui se retrouvent dans les recommandations, notamment de l'INRAE, sur les pratiques favorables au climat qui sont recommandées à l'ensemble des fermes aujourd'hui au niveau national, qui sont la non-utilisation des engrais minéraux, puisqu'on a vu qu'en termes de processus d'émission, on avait en particulier les émissions de protoxyde d'azote qui étaient liées à l'usage des engrais minéraux, mais également à la fabrication de ces engrais-là.
Également la non-utilisation de produits phytosanitaires de synthèse, qui sont là aussi des intrants et qui nécessitent donc une consommation énergétique à leur fabrication. On a également moins d'achats d'aliments pour l'élevage, lié au fait la réussite économique des systèmes bio repose principalement sur l'autonomie alimentaire. Aujourd'hui, on a du mal à avoir des fermes bio qui soient résilientes si on ne travaille pas cette notion d'autonomie-là. On a également moins de travail du sol lié au respect des cycles et au fait qu'on se repose sur des principes agronomiques pour gérer notamment la pression des adventices. Et donc, des rotations qui sont plus longues, qui introduisent des prairies dans les rotations et donc qui participent au stockage de carbone et au moindre déstockage. Et globalement, une meilleure capacité de stockage de carbone grâce à un nombre d'hectares plus conséquent en prairie et des linéaires de haies qui sont quand même globalement plus significatifs sur les fermes en bio que sur les fermes conventionnelles, liés au fait qu'on repose principalement sur des mécanismes de biorégulation et donc l'entretien de la biodiversité qui passe en particulier par la mise en place d'éléments naturels pour héberger cette biodiversité est indispensable au fonctionnement des fermes bio. Donc, on a déjà un certain nombre de principes qui font que spontanément, on va avoir des fermes qui vont avoir tendance à être plus favorables au climat de ce point de vue-là. On a par ailleurs un certain nombre de références bibliographiques qui montrent que l'agriculture biologique est en particulier moins émissive vis-à-vis du protoxyde d'azote, avec un essai qui s'appelle l'essai DOC, qui est conduit par le FIBEL, donc l'équivalent de l'INRA en Suisse, et qui a été conduit sur plusieurs dizaines d'années avec différents itinéraires techniques, et qui montre en moyenne que, ramené à l'hectare, l'agriculture biologique émet un peu plus de 40% de protoxyde d'azote en moins. Donc, vous allez me dire, c'est à peu près logique. Quand on réfléchit à l'hectare, l'agriculture biologique a très souvent des résultats positifs. Mais lorsqu'on ramène également à l'unité de rendement, donc là, on a pris le cas du maïs en particulier, puisque c'est une culture qui est assez représentative de notre territoire, on est également à une moindre quantité de protoxyde d'azote émis à l'unité de rendement, donc à la tonne de matière sèche de maïs, malgré le fait que l'on ait effectivement des rendements moins importants à l'hectare. Et pour les autres cultures, en dehors du maïs, on est en moyenne à moins 20% d'émissions de protoxyde d'azote ramenées à la tonne de matière sèche. On a également des consommations énergétiques qui sont moins importantes, à la fois à l'hectare et à la fois par unité de rendement, donc entre moins 30 et moins 50% à l'hectare et jusqu'à moins 20% quasiment en termes de ramener à l'unité de rendement. Et enfin, parce que là, je vous parle principalement depuis tout à l'heure de l'avantage de l'agriculture bio par rapport à l'enjeu d'atténuation du changement climatique, mais on a également la question de l'adaptation qui est prégnante chez nous. Et donc, savoir en quoi est-ce que cette agriculture biologique pourrait représenter un atout pour les agriculteurs vis-à-vis des aléas auxquels ils font face, qui sont liés au changement climatique. Et on a donc en particulier une stabilité structurelle du sol avec un taux de matière organique plus important et donc une capacité de rétention de l'eau qui est plus importante également. Donc, un atout par rapport à l'augmentation notamment des périodes de sécheresse. On a également tendance à cultiver des variétés paysannes qui sont mieux adaptées aux conditions pédoclimatiques locales, certes avec souvent des rendements qui sont inférieurs aux rendements des variétés hybrides, mais qui témoignent d'une moindre variabilité de rendement d'une année sur l'autre, avec une meilleure résilience aux aléas climatiques. On a également des systèmes d'élevage qui sont herbagés et donc avec une production étalée. J'entends par là que le rendement d'une prairie sur une année, il va se faire à plusieurs moments. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir simplement une récolte comme on va l'avoir pour des céréales ou pour du maïs. La récolte des céréales, si c'est au moment du remplissage du grain qu'on a une sécheresse, on aura un rendement catastrophique et tout se sera joué sur quelques semaines. Sur l'herbe, on va avoir des récoltes qui sont étalées entre le mois de mars et le mois de novembre, des fois un peu plus, en fonction des hivers qu'on a. Mais ce qui fait qu'entre guillemets, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier puisqu'on a plusieurs périodes de récolte potentielles. Et en moyenne, on finit toujours par faire son rendement sur une prairie. Donc, c'est ce qu'on appelle ici l'étalement des risques sur l'année grâce à ces systèmes herbagés. Et enfin, on a également des systèmes qui sont plus autonomes et qui ont souvent de meilleurs résultats économiques et qui permettent une capacité de réaction et d'adaptation qui sont plus efficaces en général. Je vous ai mis un petit zoom ici sur la production laitière parce qu'on est quand même un territoire
un territoire relativement laitier. Et que c'est la question qui nous revient régulièrement, avec ici les émissions du coup de gaz à effet de serre de la production laitière. Et donc, c'est des résultats qui proviennent d'un projet qui a été conduit par l'IDEL et des résultats qui sont issus de diagnostics CAP2ER qui ont été réalisés à l'échelle nationale. Et donc, vous avez le premier bloc ici, l'ensemble des élevages au niveau national. Donc, c'est un peu plus de 3000 élevages qui ont été diagnostiqués, avec les émissions brutes ici. Donc, on est à peu près à 1 kg équivalent CO2 par litre de lait. Ici, la capacité de stockage des systèmes. Donc, on est à peu près à 0,13 kg équivalent CO2 par litre de lait. Et donc, la différence ici, l'empreinte, donc les émissions nettes, donc le brut moins le stockage, et nous amène à 0,87 kg équivalent CO2 par litre de lait. Donc, on ramène les émissions de gaz à effet de serre à l'unité de produit qui sort de la ferme. C'est quelque chose qui se questionne, mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est la majorité des comparatifs se font sur cette unité-là, sachant que sur les élevages conventionnels, on est très souvent à des niveaux de production par vache qui sont bien plus élevés que les niveaux de production en agriculture bio ou dite raisonnée. Et donc, malgré ça, lorsqu'on fait le même exercice uniquement sur les élevages laitiers bio, donc on est sur un échantillon plus restreint ici, on voit qu'en termes d'émissions brutes, on est quasiment au même niveau que les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des élevages, et on est à l'exact même niveau de production que les élevages de la région Bretagne. En termes de stockage, et c'est là qu'il y a la plus grosse différence observée, on est très nettement supérieur sur les systèmes bio que sur les systèmes conventionnels, avec quasiment 3 fois plus de capacité de stockage que sur les élevages conventionnels, ce qui nous amène in fine à une empreinte carbone nette, donc émissions brutes moins stockage, ramenée à l'unité de production malgré le fait qu'on soit sur des niveaux de production moins élevés, qui reste plus intéressant pour un litre de lait bio que pour un litre de lait conventionnel. Je mets quand même une petite attention sur ces résultats-là, parce qu'on est sur des moyennes, et que lorsqu'on regarde l'échantillon et les résultats de manière plus détaillée, on a quand même une très grande hétérogénéité des résultats au sein même de la population des agriculteurs biologiques. Donc, pour dire qu'on a effectivement des chiffres moyens qui montrent des bons résultats, mais qu'on a également des grandes disparités avec, on va avoir certains élevages laitiers où on va être à 0,4 équivalent CO2 par litre de lait, et d'autres élevages laitiers bio qui vont plutôt être autour de 1 parfois. Donc on a là aussi, parmi les élevages laitiers, quand même du travail à faire. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on en a certains qui peuvent montrer l'exemple et qui ont des résultats qui sont significativement positifs, en tous les cas. Voilà, donc là, quelques éléments vis-à-vis de la production agricole bio. Et sur ce qui est de l'alimentation, puisque vous avez bien compris que les deux étaient indissociables, vous avez certainement toutes et tous entendu parler de l'étude BioNutrinet conduite principalement par Solagro, donc qui est un bureau d'études qui travaille sur les transitions agricoles et alimentaires et qui est basé à Toulouse, et qui s'est intéressé à une cohorte de consommateurs bio ici. Donc ils ont une cohorte qui est de plus de 10 000 personnes, hein, qu'ils ont suivi pendant un certain nombre d'années, et où ils ont comparé du coup la composition des assiettes et l'empreinte environnementale que ces assiettes avaient. Donc ce qu'ils appellent consommateurs bio ici, c'est les 20% de la population qui consomment le plus de bio parmi l'échantillon des consommateurs qu'ils ont suivis globalement. Et les consommateurs conventionnels, c'est les 20% de l'échantillon qui consomment le moins de produits bio. Voilà, pour les dénominations qui sont ici prises en compte. Donc, ce que vous voyez là sur ce premier graphique, c'est la surface en mètres carrés par habitant et par an nécessaire pour satisfaire les besoins alimentaires compte tenu des habitudes de consommation de chacun des types de consommateurs. Donc, pour le consommateur conventionnel, vous voyez qu'ici, on est à 90% des surfaces nécessaires qui sont utilisées pour, donc en rouge, en rose et en gris ici, pour la viande de vache et de mouton, la viande de porc et de volaille, et le lait. Donc 90% de la surface nécessaire pour nourrir un consommateur conventionnel, c'est de la surface pour produire du lait ou de la viande. Les 10% restants, on est sur de la surface nécessaire à la production de produits végétaux principalement et également d'œufs. Lorsqu'on regarde ce qui se passe chez un consommateur bio, et donc cela nous nécessite à peu près, compte tenu de ses habitudes alimentaires, un peu plus de 4500 m² par habitant et par an.
Chez un consommateur bio, on passe à 75%, donc on n'est plus à 90%, mais à 75% de la surface nécessaire pour nourrir ce consommateur bio qui est dédiée à la production de végétaux pour nourrir les animaux. Et on est à un quart, donc on a une augmentation significative quand même de la surface nécessaire pour la production de produits végétaux. Et lorsqu'on somme tout ça, on arrive à un peu moins de 3500 m² par habitant et par an. Donc un consommateur bio a besoin d'un quart, de 23% en moins de surface pour se nourrir chaque année. Compte tenu, ce chiffre-là en tout cas prend en compte la baisse de rendement liée aux productions produites en bio et en conventionnel. Donc il est possible, si on fait un raccourci et une analyse directe de ce résultat-là, de nourrir plus d'habitants sur cette base de composition de l'assiette en bio qu'en conventionnel. Lorsqu'on convertit ça en émissions de gaz à effet de serre, vous avez ici le bilan du coup de l'assiette du consommateur conventionnel en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On est à peu près à 1900 tonnes équivalent CO2 par an. 1900 tonnes équivalent, ça me paraît beaucoup, c'est 1,9 je pense, tonnes équivalent CO2 par an, qui est émise par les habitudes alimentaires du consommateur conventionnel. Alors que pour un consommateur bio, on va passer en dessous de la barre des 1,2 tonnes, soit 37% d'émissions de gaz à effet de serre en moins pour un consommateur bio que pour un consommateur conventionnel. Et je vous ai remis ici encore en particulier, parce que c'est quand même quelque chose qui est significatif, la part des émissions de gaz à effet de serre du coup de l'assiette qui est liée aux produits d'origine animale, qui représente 89% sur l'assiette du consommateur conventionnel. Donc cette baisse d'émissions de gaz à effet de serre entre les habitudes de consommation d'un consommateur conventionnel et d'un consommateur bio, elle est liée à deux choses principales. Le fait qu'on soit sur un mode de production bio qui utilise moins d'intrants et en particulier qui n'utilise pas d'azote minéral et qui n'utilise pas de produits phytosanitaires, mais également au rééquilibrage de l'assiette qui diminue la part de produits animaux dans la composition de l'assiette. C'est vraiment ces deux paramètres-là qui font qu'on va avoir un effet bénéfique sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez ici une autre représentation qui dit à peu près la même chose, donc la part des différents types d'aliments dans l'assiette du consommateur conventionnel et dans l'assiette du consommateur bio ici, avec les réductions permises à la fois sur la consommation de terre, sur la consommation d'énergie et sur les émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup, ça fait pas mal d'informations. On peut prendre là quelques minutes sur le sujet. Est-ce qu'il y a des demandes de précision? Est-ce qu'il y a des arguments qu'on n'a pas abordés, ou est-ce que vous entendez peut-être parler parfois d'autres idées reçues, ou vous auriez besoin d'éclaircir certains points? N'hésitez pas, on est 27, beaucoup avec les caméras éteintes. Voilà. N'hésitons pas à prendre ces quelques minutes aussi pour se parler, pour échanger. C'est toujours le premier ou la première intervention qui est la plus difficile. Donc, Oui, Pascal Verdier de Rennes Métropole. C'est une question pour vérifier la part du comportement nutritionnel du consommateur, parce que effectivement, enfin, on voit dans les tableau que Laura vient de montrer, pas ceux en cercle, mais ceux au-dessus, que les consommateurs conventionnels, en fait, consomment plus de surface. Là, c'est pas le fait que ce soit en bio ou pas en bio, c'est le comportement, le choix de consommation et la part de produits d'origine animaux qui est vraiment déterminante dans ces surfaces. Et si ils continuaient à manger la même répartition de produits, mais en les passant en bio, finalement, le résultat serait pas meilleur.
Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est bien pour ça qu'on insiste sur le fait que le résultat bénéfique aujourd'hui des consommateurs bio, il est bien lié à leur comportement qui utilisent et qui consomment beaucoup moins de produits carnés que le consommateur conventionnel. C'est ces deux questions-là. Et demain, si on ne fait que changer le régime alimentaire, c'est-à-dire inverser les proportions de protéines animales et de protéines végétales, en conservant des modes de production conventionnels, on aurait très certainement des résultats qui seraient similaires, avec une baisse des émissions de gaz à effet de serre également, puisqu'on baisserait simplement agir sur le levier de réduction de la consommation de viande, induit directement des baisses d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, mais par contre, on aurait peut-être un effet, donc, enfin, on aurait un effet, on arriverait à l'équivalence sur les questions de surface, mais par contre, sur les émissions de gaz à effet de serre, par contre, il y aurait quand même un petit bénéfice du passage en bio par rapport à ce que tu nous as montré auparavant, quoi. Je suis pas sûre à 300%. J'ai envie de te dire oui, mais j'ai pas les chiffres là. En tout cas, ce qui est sûr, et ce que nous, on cherche à mettre en avant en particulier, c'est l'ensemble des autres co-bénéfices. Parce que si on ne fait que changer le mode de production, le régime alimentaire aujourd'hui, mais qu'on continue à importer autant que ce qu'on importe derrière en termes que ce soit pour l'alimentation humaine ou que ce soit pour l'alimentation animale, on aura un bilan environnemental et pas uniquement gaz à effet de serre qui restera mauvais. Et c'est dans ça qu'il faut voir en plus, c'est tous les co-bénéfices derrière que ça a également sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air, sur la santé économique des fermes, etc., sur la santé des mangeurs. Voilà. Et après, ceci dit, lorsqu'on regarde le bilan ramené à l'unité de produit, parce que c'est vraiment là-dessus aujourd'hui que l'agriculture bio est attaquée, et lorsqu'on a les résultats, notamment des analyses de cycle de vie, produit par produit, il y a un certain nombre de produits bio qui, aujourd'hui, ramenés à l'unité de produit, a un bilan carbone qui est moins intéressant que certains produits conventionnels. Et en particulier, sur certains produits d'élevage, je pense là à la volaille, où le bilan carbone d'un kilo de volaille bio va être beaucoup plus élevé qu'un kilo de volaille élevé hors sol, en cage, pour des questions de durée d'élevage. La durée d'élevage d'une volaille de chair en bio va être 2 fois plus élevée qu'une volaille de chair en conventionnel. Et donc, pour produire la même quantité de viande in fine, on va avoir eu besoin de 2 fois plus de temps d'élevage. Et donc, avec un bilan carbone qui va être mauvais. Enfin, qui va être moins bon. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, il est nécessaire de réduire la part de consommation de produits carnés si on veut que ça se rééquilibre derrière. Mais pour d'autres produits, et en particulier toutes les productions végétales, ramenées à l'unité de production, donc à la tonne de blé ou à la tonne de pommes ou à la tonne de carottes, là pour le coup, on a des bilans gaz à effet de serre, généralement des analyses de cycle de vie qui sont plus favorables pour les produits bio. C'est pour ça que je ne peux pas te répondre comme ça d'emblée. Et aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y a eu une ACV faite à l'échelle de l'assiette en conservant exactement les mêmes modes de production, simplement en agissant sur le volet réduction de la part de viande, mais en conservant les mêmes modes de production derrière. Tous les scénarios de transition qui sont aujourd'hui travaillés, ils travaillent vraiment sur ces 2 leviers d'action-là, modification des modes de production et modification de l'assiette des consommateurs. Merci Laura. Oui. Je voulais intervenir sur un point, c'est qu'en fait, sur les viandes carnées, même s'il faut réduire, il y a quand même des constats, notamment sur les cantines collectives, que à la cuisson, souvent, la viande bio réduit moins. Donc, c'est ce comparatif aussi qu'il faut prendre en jeu. Donc, ce qui permet des fois de la viande bio d'être compétitif par rapport à de la viande classique de grossiste et de moins réduire à la cuisson. Et là aussi, il faut tenir aussi essayer de tenir compte de ce critère-là. Parce que c'est presque la part, les 100 grammes ou les 200 ou les 300 grammes de cuisson, c'est ces comparatifs-là qu'il faut aussi peut-être intégrer. En tout cas, certains le font, et ce qui permet d'ailleurs sur des marchés publics d'avoir du coup des agriculteurs bio qui sont plus compétitifs, en tout cas à l'équilibre par rapport
à des grossistes qui vont donner de la qualité de viande moindre et qui est plus gorgée d'eau et moins de fibres, bien sûr aussi, quoi. Donc, je pense que vous devez avoir quand même quelques critères sur ces notions-là qui permettent j'imagine aussi de faire la différence. Oui, tout à fait. Oui, merci de le souligner. Mais là, ce que vous pointez du doigt, c'est la qualité nutritionnelle aussi des produits bio, qui aujourd'hui, en fait, beaucoup des références, on ramène à l'unité de production, alors qu'on devrait presque ramener à une unité nutritionnelle derrière. C'est-à-dire combien de protéines finalement nous ramène le produit, combien de calories peut-être, voilà. Et c'est vrai que là, pour le coup, on a un certain nombre d'études qui montrent que ramener à l'unité de production, on va avoir plus d'apport nutritionnel avec des produits bio qu'avec des produits dits industriels, entre guillemets. Alors, Annie Cobin qui a bon, et en plus, la production bio produit moins de nourriture, donc je comprends moins de rendement. Donc, ce qui est le plus important, c'est de réduire la consommation de protéines animales. Encore une fois, là, on va voir que ça dépend des objectifs, et que là, on n'aborde pas l'ensemble des objectifs. Mais c'est bien le message, hein. En tout cas, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, et on va avoir une bonne illustration derrière avec le scénario qui a été travaillé sur Rennes Métropole et qu'Olivier Dehaze va nous présenter derrière. On travaille vraiment sur les deux de manière simultanée, à la fois modification du mode de production pour réduire, j'ai envie de dire, l'empreinte environnementale dans son ensemble, y compris l'empreinte climatique, et sur le changement de comportement alimentaire, à la fois pour permettre de répondre aux besoins d'un territoire et pour réduire l'empreinte carbone de l'alimentation des mangeurs du territoire. Alors justement, il est 15h et on va passer à la partie Agir avec la première sous-partie. Donc dans cette partie-là, on va vraiment vous présenter deux aspects. La première, c'est vraiment savoir comment est-ce qu'on peut agir directement auprès de la population agricole? Donc, comment est-ce qu'on forme et comment est-ce qu'on accompagne les agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques vis-à-vis de cet enjeu-là? Et puis ensuite, comment est-ce qu'on planifie, entre guillemets, comment est-ce qu'on peut créer des plans et des projets à l'échelle d'un territoire pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui vont concourir à limiter les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Donc, dans un premier temps, on vous présente, donc là, c'est quelques leviers d'action. Hein, on ne vous a pas fait une liste à l'après-vert, mais on en cite quelques-uns. On a tout ce qui concerne l'accompagnement direct des agriculteurs, donc que ce soit par le biais de diagnostics agroclimatiques, donc qui permettent de calculer l'empreinte carbone de la ferme et quels sont les principaux postes d'émissions sur la ferme, d'identifier les leviers sur lesquels agir, et donc d'avoir un accompagnement personnalisé sur l'activation de ces leviers-là. Ou éventuellement des diagnostics agroforesterie pour, là, dans une logique à la fois de renforcer la résilience face aux aléas climatiques et également dans l'optique d'augmenter la capacité de stockage de carbone des fermes. Des formations collectives à ces enjeux du climat, parce que la première étape, c'est vraiment une prise de conscience des enjeux face auxquels font face les fermes. Que ce soit, donc comme le disait Constance en introduction, hein, vraiment le fait que aujourd'hui, l'agriculture va être à la fois victime des aléas induits par le changement climatique, et donc ça, généralement, les agriculteurs en ont pleinement conscience, le vivent pleinement sur leur ferme, mais également le fait que l'agriculture biologique et l'agriculture dans son ensemble produisent des gaz à effet de serre, avec la volonté derrière et la prise de conscience de la nécessité de réduire ces impacts-là, et également le fait que l'on connaisse finalement les leviers d'action à activer sur les fermes et que du coup, de ce fait, l'agriculture puisse être un levier de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bonjour Olivier, on a Olivier Dehaze qui vient de nous rejoindre. Donc tu arrives en pleine présentation, ça va te laisser le temps de t'acclimater avant de prendre la parole. Merci Laura, bonjour à tous. On a également toute la partie qui va être plus diffusion de ces pratiques-là, donc avec un certain nombre de fermes ouvertes. Donc nous, côté AgroBio 35, on essaye aujourd'hui d'organiser au moins 1 à 2 fermes ouvertes sur les thématiques du climat. Donc si vous cliquez là-dessus, derrière, vous pouvez avoir un accès direct aux fermes ouvertes qui ont été mises en place. J'en prends une là par exemple. Donc vous allez retrouver le fonctionnement de la ferme et avec l'ensemble des leviers derrière qui concourent à améliorer l'impact de la ferme sur le climat. Donc, on en a eu une dernièrement sur l'autonomie énergétique sur la ferme, une également sur la résilience face au changement climatique par la diversification du système.
Et enfin, on a un petit peu une instance, j'allais dire moteur de pilotage des actions climat, qui est donc la fameuse commission énergie-climat, qui a été mise en place il y a 3-4 ans aujourd'hui et qui est constituée d'une dizaine d'agriculteurs et d'agricultrices bio qui réfléchissent à quels sont les principaux enjeux à prendre en compte sur nos fermes de manière à les intégrer derrière dans les actions de développement que mène AgroBio 35. Et vous avez à titre d'exemple ici un travail qui a été réalisé sur la méthanisation compte tenu du contexte de développement important sur notre territoire breton. Où on a quand même un rythme quasiment exponentiel d'augmentation du nombre d'unités de méthanisation sur les 5 à 6 dernières années. Et donc, c'est vraiment cette augmentation croissante là, qui a amené les agriculteurs bio à se poser la question, et également du fait qu'ils étaient eux-mêmes sollicités soit par des collectivités territoriales, soit par des groupements d'agriculteurs pour intégrer une méthanisation collective, soit parce qu'ils étaient sollicités tout simplement par des voisins pour qu'ils connaissent mieux leur positionnement. Et ils se retrouvaient un petit peu avec uniquement un certain nombre d'a priori en tête, sans avoir de construction objective, on va dire, par rapport à ce sujet de la méthanisation. Et donc, on a mené tout un travail en s'entourant d'experts là pour essayer d'avoir un maximum de connaissances et réussir du coup à se forger un petit peu un avis objectif sur le sujet en toute connaissance de cause. Donc, c'était vraiment la démarche de se dire aujourd'hui, on a plutôt des a priori négatifs, mais ce ne sont que des a priori. Demandons l'avis d'experts pour répondre à nos interrogations et sur cette base-là, pouvoir proposer du coup un positionnement éclairé, j'ai envie de dire, à une méthanisation qui nous paraisse nous prémunir en tout cas des risques de dérive potentielles du développement de la méthanisation sur le territoire breton. Et donc, on a un certain nombre de points que vous pouvez retrouver. Donc, on a une petite vidéo là qui a été faite, qui était destinée principalement à nos adhérents pour leur partager le positionnement qui a été livré finalement par la commission énergie-climat, et dont un certain nombre de points qui remettent notamment l'importance de la démarche globale des fermes qui rejoignent un projet de méthanisation ou qui mettent en place un projet de méthanisation, avec l'importance que ce travail-là ne remette pas en question l'autonomie des fermes ou ne puisse pas empêcher en tout cas une transition vers un système plus autonome demain. Également que les produits qui entrent dans l'unité de méthanisation lorsqu'il s'agit d'une ferme bio soient 100% bio, dans une logique de cohérence globale du système. Un certain nombre d'éléments également sur la distance d'approvisionnement des intrants, sur la distance des épandages également des digestats, un certain nombre de choses sur l'interdiction également d'intégrer des cultures dédiées à l'alimentation dans le méthaniseur. Voilà, donc il y a un certain nombre de points qui ont été soulignés par la commission et que vous pouvez retrouver donc dans la note de positionnement ici, et également dans un livre blanc qu'on a rédigé de manière à ce que chacun puisse se forger son propre avis. L'idée, c'était d'expliquer un peu le cheminement et les éléments de réflexion qui nous ont conduits à aboutir à cette note de positionnement derrière. Donc, je vous invite à le regarder de plus près si le sujet vous intéresse. Et donc, l'idée, en tous les cas, n'était pas de dire que la méthanisation était quelque chose de justifié ou non sur le territoire, mais plutôt de dresser un peu une sorte de cahier des charges de la méthanisation idéale qui nous semble compatible, en tout cas, avec la vision du développement de l'agriculture que l'on peut avoir d'un territoire. Oui, on ne va pas passer beaucoup de temps sur le sujet de la méthanisation. Peut-être certains ou certaines sont venus ici aujourd'hui avec des questions pour entendre parler de ce sujet. Donc, si vous le souhaitez, voilà, s'il y a des questions à ce stade, on peut les prendre maintenant avant de passer au scénario de transition agricole. Non, simplement Jean-Paul Guidoni, donc du conseil départemental. C'est vrai que c'est un enjeu crucial que vous puissiez aussi donner une lisibilité ponctuelle, j'imagine, à ces enjeux-là, comment vous les sentez, parce que bien évidemment que sur le territoire et même des élus qui ne font pas partie de majorité plutôt enclins à être sur la transition écologique, constatent les dégâts sur le terrain et les effets pernicieux de l'augmentation de la production et des récoltes pour nourrir la bête et puis faire beaucoup d'intrants pour garder le statut agricole. Enfin, vous connaissez ça par cœur. Je pense que plutôt que des questions, c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, un focus autour de ces enjeux-là de votre part
sera aussi intelligent et intéressant pour nous nourrir nous de ces éléments, pour avoir une vision globale de ce que représente effectivement une exploitation agricole bio et toutes ces logiques-là, quand elles sont bien intégrées et qu'elles sont vertueuses, quoi. Voilà, mais merci de le signaler. Puis je regarderai ces éléments que je n'avais pas vus encore, en tout cas sur votre site, avec attention. Merci à vous, en tout cas. Vous les enverrez à tous avec le replay, tous ces éléments autour de la méthanisation, comme ça vous les aurez. Merci pour ce partage. Est-ce qu'il y a une autre question avant de passer au scénario de transition agricole? Et vraiment de manière générale sur ce sujet-là, parce qu'on sait que c'est un sujet un peu vif sur les territoires. Il ne faut pas hésiter, si vous avez des questionnements en interne sur la manière de se positionner par rapport à ça, ou quelle place ou quel rôle peut avoir la collectivité éventuellement dans les projets de méthanisation d'un territoire. En tout cas, nous, on est apte à faire du travail de sensibilisation et d'aider les territoires à avoir un peu une vision un peu plus objective des impacts que ça pourrait avoir sur les territoires. Plus dans une vision, disons qu'on a vraiment conscience du fait qu'aujourd'hui la méthanisation fait partie des enjeux du développement agricole d'un territoire, qui du coup cette question-là ne peut pas être évincée et elle doit être intégrée dans la réflexion du développement agricole d'un territoire. Donc c'est bon de savoir de quelle manière, quelle place on veut lui donner en tout cas et quelle forme. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, effectivement, on va avancer un petit peu et du coup, on va passer à la question des scénarios et de la planification. Donc, c'est juste avant de donner la parole à Olivier, c'est une petite introduction avant de lui donner la parole. J'imagine que si vous avez tous été confrontés à la question du PCAET, vous avez sûrement regardé un peu les scénarios de transition agricole et alimentaire de référence qui concernaient notre échelle géographique nationale ou européenne. Et donc là, il y en a deux qui sont très couramment pris en référence, qui sont le scénario TIFA, donc 10 Years for Agroecology, qui est un scénario qui a été réalisé à l'échelle européenne et dont l'objectif était d'éclairer vraiment la Commission européenne dans un premier temps et de lui donner des éléments pour dresser un plan de transition à l'échelle européenne et de prendre conjointement en compte les enjeux de l'alimentation des Européens, de la préservation de la biodiversité. C'est vraiment un axe fort qui a guidé le scénario, la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles, et de lutter contre le changement climatique. En parallèle, le scénario AFTER, du coup, qui a été pour le coup un scénario réalisé à l'échelle nationale, avec un objectif un petit peu différent, qui était celui de trouver en gros les meilleurs moyens pour satisfaire nos besoins en termes à la fois d'alimentation, d'énergie et d'habitat pour 2050. Donc, c'est un scénario qui veut concilier ces besoins-là tout en respectant les écosystèmes et les contraintes territoriales dans un objectif de santé publique et de limitation des impacts sur le climat. Et donc, ce qui relie ces scénarios-là, et d'ailleurs l'ensemble des autres scénarios, parce qu'il y a d'autres scénarios qui ont été travaillés à l'échelle mondiale ou à d'autres échelles, repose principalement sur 3 grands piliers qui sont le changement de régime alimentaire, et donc grosso modo de passer de 2/3 de protéines animales à 1/3 de protéines animales dans les régimes, de changer de modèle agricole, donc passer à une systématisation du mode de production en agroécologie, on va dire, et en agriculture biologique. Donc on est sur le scénario AFTER, on est à 50% à peu près d'agriculture biologique. Sur le scénario TIFA, on est à 100% de l'agriculture sans pesticides et sans intrants de synthèse. Et le dernier point sur lequel se reposent ces scénarios-là, donc je disais, c'est la relocalisation de la production et de l'alimentation. Donc autrement dit, rééquilibrer les productions animales et végétales à l'échelle d'un territoire pour mieux satisfaire les besoins au niveau local alimentaire de la population. Donc c'est vraiment les 3 grands leviers sur lesquels reposent ces scénarios-là, avec du coup des petites variantes en fonction des objectifs qui étaient fixés par les uns ou par les autres. En termes de résultats, à l'échelle européenne, le scénario TIFA permet de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture européenne et d'atteindre la neutralité carbone en 2050.
On est également sur un scénario où on réduit de 100%, donc on n'a plus aucune utilisation des engrais de synthèse et des pesticides de synthèse, et on a une reconquête totale de la biodiversité et conservation des ressources naturelles. En parallèle, du coup, le scénario after, lui, permet une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50%, de diviser par 3 l'utilisation des produits phytosanitaires, de diviser par plus de 2 la consommation de l'azote minéral, de diviser par 2 les prélèvements en eau et de diviser par 2 la consommation d'énergie mobilisable et la biomasse agricole et forestière. Donc voilà, on est sur des scénarios qui, lorsqu'on active à la fois le levier du changement de l'assiette alimentaire, le changement de production agricole avec une augmentation des surfaces en bio, voire une systématisation comme c'est le cas dans le scénario TIFA, et également une relocalisation de l'alimentation, on arrive à des résultats en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui sont très nettement significatifs. Donc, nous, dans le travail qu'on conduit avec les collectivités territoriales, on s'appuie sur ces travaux qui ont été conduits à des échelles supra par rapport à nos échelons locaux, mais qui sont très facilement transposables en termes de logique à minima. Donc, par chance, j'ai envie de dire, on a le scénario after qui a été décliné à l'échelle de la collectivité Haut-du-Bassin rennais, qui est un territoire qui est relativement représentatif de l'agriculture à l'échelle du département, j'ai envie de dire. Donc, le constat qui a été dressé avant de réaliser le scénario, je vous ai remis simplement les grands points d'éléments de compréhension, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, sur les territoires de la collectivité Haut-du-Bassin rennais, on a la quasi-totalité des productions végétales qui sont consommées par les animaux. Donc, la surface agricole utile du département est utilisée de l'ordre de 90% pour nourrir des animaux produits sur le territoire. Et pourtant, nous ne sommes autonomes en concentré pour ce cheptel-là qu'à hauteur de 37%. Donc, malgré le fait que la quasi-totalité de la surface soit utilisée pour le troupeau, on n'est toujours pas autonome. On est autonome seulement à un peu plus d'un tiers pour l'alimentation en termes de concentré pour ces élevages-là. Ce qui fait que tous les ans, on apporte 1,15 million de tonnes de graines de tourteaux, enfin de graines et de tourteaux. Grosso modo, ça nous fait une deuxième surface agricole utile. C'est l'équivalent d'une deuxième surface agricole utile. En parallèle, la production de fruits et légumes est seulement de 0,7% de la surface agricole et il nous faut un peu plus de 2600 mètres carrés on a un peu plus de 2600 mètres carrés de surface alimentaire par habitant de disponible. Et tout cela, ce système agricole sur le territoire de Haut-du-Bassin rennais émet 2,3 millions de tonnes équivalent CO2 sur le secteur agricole à l'échelle du territoire. Donc le scénario after, décliné à l'échelle de Haut-du-Bassin rennais, donc s'appuie sur les mêmes principes qu'à l'échelle nationale, à savoir un changement de régime alimentaire, un développement des systèmes herbagers et bio, une diminution de l'élevage, une augmentation des surfaces en herbes, en fruits et en légumes et en céréales et oléoprotéagineux. Tout ça en tenant compte de l'augmentation de la population d'ici 2050 qui est estimée à peu près à plus de 120 000 habitants d'ici 2050. Donc en tenant compte de ces paramètres-là, on arrive in fine à une réduction de 70% de l'utilisation des produits phytosanitaires. On se passe complètement des engrais de synthèse. On passe de 37% à 62% en termes d'autonomie en concentré en élevage, ce qui semble logique au vu de la réduction de l'élevage qui est à peu près de 50%. Et on augmente la surface disponible pour nourrir chaque habitant du territoire. Et in fine, on passe de 2,3 à 0,83 millions de tonnes équivalent CO2 sur le secteur agricole, avec une réduction de 0,9 millions de tonnes qui est liée à la réduction de l'élevage. Donc là, on voit clairement ce qui a été souligné précédemment, le fait qu'une part considérable finalement de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est permise en passant du modèle actuel au modèle after 2050 est liée à la réduction de l'élevage. C'est clair là-dessus? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si c'est clair, je vais continuer du coup à l'échelle de Rennes Métropole juste avant de passer la parole à Olivier, puisqu'on va vraiment être sur l'introduction des bases du scénario qui a été travaillé à l'échelle de Rennes Métropole. Et donc, on s'est appuyé sur cette démarche similaire, du coup, de couplage alimentation-agriculture,
On a réalisé un travail en 4 temps, donc sur le territoire de Rennes Métropole, en partant de la définition des objectifs de relocalisation de l'alimentation et de choix du régime alimentaire sur le territoire de Rennes Métropole. La définition de ces objectifs-là nous a permis, dans un second temps, d'identifier du coup les objectifs en nombre de conversions bio sur le territoire et également de modification des systèmes de production. Donc, nous a permis d'avoir une photographie de l'utilisation des surfaces agricoles souhaitées sur le territoire pour ensuite permettre d'en évaluer les impacts au niveau climatique, environnementaux et sociaux. Et enfin, une fois l'évaluation de ces impacts mesurés pour s'assurer que les résultats du scénario étaient bien compatibles avec les objectifs de Rennes Métropole qu'Olivier va rappeler, on a travaillé sur la co-construction d'un plan d'action qui permette d'atteindre les objectifs de ce scénario bio. Et donc, en 2 mots, le scénario bio, l'évaluation des impacts a permis de montrer que les objectifs qu'on avait définis dans le cadre du scénario permettaient de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 21% sur le territoire en émissions brutes, de réduire d'1 tiers l'utilisation des produits phytosanitaires et d'1 quart l'utilisation de l'azote minéral. Et on est, en termes d'hypothèses prises, enfin en termes de moyens d'action à mettre en place pour atteindre ces objectifs-là et qui correspondent du coup aux objectifs fixés dans le cadre du scénario, à 30% de la surface agricole de Rennes Métropole à passer en bio dans les 10 prochaines années, ce qui correspond à peu près à 11 000 hectares sur le territoire de Rennes Métropole, ce qui nous permet d'atteindre une surface agricole utile en bio de 45% à l'horizon 2030, ce qui est à peu près la proportion de la part de bio dans le scénario AFTER à l'échelle nationale, et qui met en œuvre également un travail de réduction du cheptel bovin laitier conventionnel, le cheptel bovin laitier conventionnel étant divisé par 2, mais avec une réduction qui est liée à la fois à la diminution de l'élevage en tant que tel, mais également à la conversion d'un certain nombre d'élevages bovin laitier conventionnels en élevage bovin laitier bio. Voilà, et donc tout ça représente à peu près 120 fermes conventionnelles à transformer dans les 10 prochaines années, soit pour les faire passer en bio, soit pour les faire changer de production. Et on a également, du coup, des hypothèses qui sont basées sur la relocalisation partielle des productions et qui aboutit à la création de plus de 1000 emplois agricoles sur des fermes en bio sur le territoire. Je vais m'arrêter là et je vais donner la parole à Olivier pour qu'il détaille un petit peu plus ces éléments de son point de vue et peut-être qu'on prendra du coup les questions dans la foulée. Absolument. Merci Laura pour cette introduction. Monsieur Dehaze, vous avez envoyé quelques questions. On souhaitait un petit peu revenir vraiment sur votre expérience et peut-être que vous nous précisiez quelques éléments de votre problématique initiale dont on n'a pas parlé. Je rappelle votre fonction, vous êtes vice-président climat énergie à Rennes Métropole et également maire d'Assigné. Peut-être quelques éléments de contexte de démarrage de ce projet? Oui, le démarrage de ces projets autour de l'agriculture, ça prend naissance à l'élaboration du plan climat et énergie territoriale de Rennes Métropole, donc élaboration qu'on a conduite dans le mandat précédent, en particulier avec un arrêt du projet de PCAET en 2018 et une adoption définitive en 2019. Au cours du travail autour du plan climat, on a pu constater dans la phase diagnostique que l'agriculture sur le territoire de la métropole représentait à peu près 15% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire métropolitain. Alors, je le dis tout de suite, si on prend à l'échelle de la région, parce qu'on a souvent des chiffres à l'échelle régionale, c'est beaucoup plus au niveau régional. L'agriculture, c'est plutôt 40% des émissions de gaz à effet de serre, mais le territoire métropolitain est un territoire urbain où la surface agricole utile ne représente, j'allais dire que, mais c'est déjà beaucoup, 56% de la surface du territoire et 15% des émissions de gaz à effet de serre, avec la particularité d'être des émissions de gaz à effet de serre qui sont pas uniquement énergétiques, mais qui sont aussi liées au processus biologique d'élevage. Et on est sur des émissions nettes, puisque l'agriculture a certes des émissions, mais aussi la faculté à stocker du carbone, en particulier dans les sols. Donc, on avait eu un premier travail autour du plan climat sur ce diagnostic et sur quel objectif devait être assigné à l'agriculture
pour conduire une trajectoire de transition énergétique et donc une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans l'équilibre de l'ensemble des champs, on va dire, d'activités présents sur la métropole, on avait conclu qu'un objectif de moins 15% des émissions de gaz à effet de serre en agriculture sur notre territoire était un objectif raisonnable, atteignable et qui concourait à la transition énergétique du territoire, c'est-à-dire à diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre par habitant à l'horizon 2030. Donc, on est parti dans le plan climat, dans notre trajectoire de transition, avec cet objectif-là pour l'agriculture et on a décidé de travailler sur un plan des scénarios un peu plus précis et avec un plan d'action pour tenir ce scénario-là. Alors, il faut le dire, hein, au départ du travail, notre objectif, c'était de trouver un scénario qui fasse les moins 15% ou mieux, mais on n'en avait pas la certitude. On avait quand même connaissance des scénarios qu'a présenté Laura, hein, TIFA et After territorialisé à l'échelle du périmètre de collectivité haut du bassin rennais, qui est un périmètre plus large que la métropole, hein, il faut le dire. Alors, j'ai pas le nom, mais on est sur une 60aine de communes, je pense, pour CEBR, alors que la métropole, c'est 43 communes. Donc, il y a des territoires autour de nous qui sont aussi dans le périmètre du scénario territorialisé After, qui sont pas dans la métropole. Mais c'est apparu assez vite que dans notre travail métropolitain, il fallait qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on regarde un peu ce qui se passait autour de nous, puisque le territoire est pas complètement déconnecté et que quand on parle d'autonomie, que ce soit l'autonomie pour les exploitations agricoles ou l'autonomie alimentaire du territoire, on est un peu quand même obligé de s'élever un peu et d'aller regarder ce qui se passe autour de nous. Donc, ce qu'on a fait, et donc on a construit le scénario progressivement avec des groupes de travail, avec plusieurs élus, donc moi-même, mais aussi Pascal Hervé qui est l'élu au foncier, Yannick Nadezan qui conduit le programme alimentaire territorial Ville de Rennes et Rennes Métropole, Ludovic Brossard qui est l'élu à l'agriculture de la ville, et je vais forcément oublier qui d'autre était là, mais en gros on a travaillé aussi sur la transversalité des expériences pour construire, et avec un groupe d'agriculteurs. C'était important aussi qu'on ait des agriculteurs présents dans le travail pour échanger, pour construire ce scénario. Et donc, effectivement, au bout du compte, à la fin du travail, on a un scénario qui réduit les émissions de gaz à effet de serre de plus de 20% et qui va dans le sens de la transition énergétique du territoire. Qu'est-ce qui vous paraît le plus significatif en termes d'enseignement de cette étude prospective, finalement, qui a donné lieu à un scénario et qui donnera lieu à des actions? Alors, je pense, qu'on est capable d'atteindre et de dépasser l'objectif des 15% qu'on s'était assigné. Donc ça, je pense que c'est un premier enseignement, c'est important, ce qui signifie que les évolutions sont possibles alors dans tous les domaines d'activité, y compris en agriculture, puisque je l'ai entendu au moment de l'adoption du plan climat, que de toute façon en agriculture on pouvait rien changer et que les moins 15% ils seraient jamais réalisés, et que de toute façon il aurait fallu mettre un objectif beaucoup plus fort, mais que de toute façon c'était pas atteignable. Ce scénario-là, il montre que c'est atteignable, et avec pour moi des mesures qui sont réalistes et qu'on peut faire. On n'est pas sur un scénario idéal, on est sur un scénario qu'on peut suivre. Bon, ça demande du travail, ça demande de la persévérance et de la conviction, hein. C'est pas un scénario facile, mais c'est un scénario réaliste et avec une forme de pragmatisme, puisque il se base aussi sur
pouvoir faire un certain nombre de conversions vers le bio, garder les exploitations bio en bio, et puis une forme de relocalisation des productions alimentaires au bénéfice du territoire. Donc, ambitieux, scénario ambitieux, mais à la fois réaliste et pragmatique, avec un plan d'action qu'on peut suivre, et on voit que au bout du compte, on doit pouvoir aller jusqu'autour de 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l'agriculture sur notre territoire métropolitain. D'un point de vue de votre fonction d'élu et de l'équipe projet d'élus qui suit ce sujet, est-ce que ce travail vous a permis de monter en compétence sur tous ces sujets qui sont transverses, complexes? Est-ce que vous avez, vous personnellement, qu'est-ce que vous en avez tiré et appris? Alors, j'ai dit à la première réunion du groupe projet à Laura que j'y connaissais rien en agriculture. Ça a fait rigoler tout le monde, sauf que c'était assez vrai. Alors, je vous rassure, hein, je suis pas capable d'aller m'installer dans une exploitation bio maintenant. Hein, j'ai pas encore assez appris et il faudra encore beaucoup d'années de formation pour que je puisse le faire. Mais je pense avoir quand même progresser un peu sur l'appréhension d'un certain nombre de notions sur la relocalisation des productions, et puis sur les effets qu'aurait le scénario qu'on a construit sur notre territoire, qui sont pas limités seulement à des effets de relocalisation des productions alimentaires, mais on l'a vu, ça permet aussi d'engager la réduction de l'usage des produits phytosanitaires. La métropole a quand même, dans son projet de mandat, la majorité métropolitaine a affiché une trajectoire zéro pesticide de synthèse à l'horizon 2030 sur notre territoire. Et donc, il faut qu'on soit aussi capable de mettre en place des mesures avec pragmatisme pour suivre cet objectif et cette trajectoire-là. Le scénario qu'on a construit, même s'il n'est pas tout à fait au bout de ça, il engage quand même le territoire sur cette trajectoire. Et puis, j'ai aussi appris pas mal de choses sur les productions, sur la nécessaire réduction des productions animales, même si mon sentiment est que il faudrait pas qu'on arrive à zéro non plus, parce que la production animale, la polyculture élevage, qui est quand même la caractéristique du bassin rennais, c'est aussi celle qui garantit la préservation des paysages et la préservation d'un certain nombre de bénéfices environnementaux au-delà de la simple production animale. On voit bien que si on devait réduire très drastiquement ou à quasi zéro les productions animales, on changerait les paysages et on passerait probablement sur des systèmes plus de grandes cultures qui sont pas forcément idéaux non plus en termes, alors à part le paysage, idéaux non plus en termes environnementaux. Donc il y a vraiment besoin de trouver ces points d'équilibre entre les productions de manière à la fois garder une forme de culture ou d'habitude de ce qu'est le paysage du bassin rennais, mais en même temps être plus sobre en énergie, plus sobre en émissions de gaz à effet de serre, et garantir une meilleure localisation des productions. Et puis après, j'ai appris un truc fondamental dont j'avais absolument pas conscience, c'est que quand on fait un élevage de moutons, il faut pas espérer se rémunérer avec la laine. Moi, j'étais encore dans l'idée que on pouvait trouver une valeur économique à la laine pour faire des pulls, mais apparemment, c'est pas le cas. La filière laine bretonne, c'est encore compliqué. Une dernière question, et puis après, évidemment, on va laisser la parole à tous les participants. Donc, j'entends à travers votre témoignage que c'est important de ne pas se limiter à l'indicateur réduction des gaz à effet de serre dans le cadre d'un PCAET, mais qu'il faut aussi se fixer des objectifs plus larges et plus transverses. Alors, dans le cadre d'un plan, d'un PCAET, si on est obligé de suivre au premier chef l'indicateur gaz à effet de serre, même si on construit un tableau de bord qui soit plus complet que juste autour de cet indicateur-là. Et puis, la commission que je préside à la métropole, elle s'appelle plus transition énergétique, elle s'appelle transition écologique.
et services urbains, parce que au-delà des questions d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, il y a tout le bénéfice environnemental au niveau du territoire. J'ai parlé de la question des pesticides de synthèse et de leur réduction, qui est un engagement fort de la métropole, mais on a aussi un certain nombre de sujets autour des questions foncières. Alors, je dépasse les questions de sobriété foncière et de gestion de la surface agricole utile pour aller se poser la question de qu'est-ce qu'on produit sur le territoire, de quelle part de la surface on consacre à notre alimentation et à l'alimentation humaine ou à l'alimentation animale et comment on construit ces équilibres. Puis il y a toute la question de l'eau et de la biodiversité qui sont connexes au monde agricole. Et puis, comme vous l'avez mentionné juste avant, on a aussi les questions qui sont cruciales en ce moment et qui éclatent au visage de tout le monde de la production d'énergie territorialisée. Vous avez parlé de la méthanisation. Alors, je fais juste une toute petite parenthèse pour dire qu'il y a des acteurs territoriaux qui peuvent être aux côtés des agriculteurs. Je pense à la SEM Énergie, la SEM conduite par le SDE 35 avec le département et la métropole en co-investisseurs et aussi pour stabiliser des projets. Mais sur les questions d'énergie, il y a aussi toute la question de la biomasse bois et du bocage, puisque pour la préservation de la ressource en eau et la meilleure gestion de la ressource en eau, on incite beaucoup à replanter des haies, mais seulement il faut les gérer ensuite. Il faut pouvoir les valoriser. Une façon de les valoriser, c'est aussi le bois énergie. Alors plutôt dans des chaufferies collectives pour la qualité de l'air que dans sa cheminée à foyer ouvert, ce qui peut être un désastre en termes d'émissions de particules. Mais on a besoin aussi de construire ces filières-là de valorisation. Et au-delà de tous ces sujets-là, il y a effectivement l'emploi, qui est un indicateur pertinent, l'emploi agricole, comment on fait travailler des hommes et des femmes sur notre territoire à nourrir les citoyens. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui est important à suivre dans nos indicateurs. Merci. Et justement, alors c'est moins votre périmètre, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'articulation entre le PCAET et le PAT qui doit voir le jour et des actions Alors, le PAT, on y est presque. Le programme alimentaire territorial, donc conduit essentiellement par mon collègue Yannick Nadezan, il est en cours de finalisation. On devrait avoir son adoption avant l'été avec un plan d'action et qui vise aussi à travailler justement sur la question d'avoir des productions relocalisées, une alimentation plus durable, plus saine, plus durable et plus locale. Et c'est tous les sujets autour de la labellisation des agriculteurs de terres de source, c'est tout ce qui est autour du maraîchage ou de la conversion de terres en bio pour nourrir localement, avec la question de l'autonomie alimentaire territoriale. Et ça passe alors aussi par des actions autour du foncier agricole et y compris d'échanges parcellaires qui ont été mis en place déjà par la métropole pour avoir une meilleure production localisée sur les exploitations. Donc le PAT, on est presque au bout avec plein d'actions pour conforter le rôle de production alimentaire de notre territoire métropolitain et de ses environs. Merci beaucoup. Laura, est-ce que tu veux rebondir sur un point ou je passe directement la parole? Oui, je voulais simplement rebondir parce que je vois notamment une question là sur les actions de changement de régime alimentaire. Là, dans le travail qu'on a fait avec le groupe de travail qu'évoque Monsieur Dehaze, on s'est vraiment focalisé sur le volet action agricole. Derrière, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour jouer sur la modification des systèmes de production et sachant qu'en parallèle,
le travail sur l'évolution des régimes alimentaires et l'accompagnement du coup des mangeurs et des filières se ferait en parallèle dans le cadre du PAT. Et on a vraiment conduit les deux démarches en parallèle. Et le scénario bio, la première étape du scénario bio, ça a vraiment été de définir quelles sont les productions que l'on veut voir se relocaliser sur notre territoire, compte tenu aussi des ambitions du PAT, et dans quelle proportion. Et donc, on est vraiment parti du cadre et des objectifs de relocalisation qui sont définis dans la stratégie alimentaire de Rennes Métropole pour ensuite construire le scénario agricole. Et donc, vraiment, les deux sont complètement imbriqués l'un dans l'autre. Et je vois la question là sur l'acceptation du changement de régime alimentaire. Je ne sais pas si la question elle se pose en ce terme-là globalement. Moi, je suis pas capable de dire aujourd'hui. Ce que je vois, c'est qu'il y a déjà des changements dans les régimes alimentaires quand on regarde à une échelle un peu macro. Peut-être pas individuellement, mais à une échelle macro, on voit déjà des effets de changement. La réduction de la consommation de la viande, par exemple, elle est déjà perceptible sur notre territoire, de ce que j'en sais, sans être un grand spécialiste de ces sujets-là. Donc, je pense que ce qu'on mesure pas, c'est jusqu'où ça ira et quelle part de la population ça concernera. Donc, ça, c'est pas encore complètement mesuré et ça nécessitera peut-être de mettre en place des actions spécifiques par rapport à ça. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on voit déjà des changements avec malgré tout des effets. C'est pareil, l'augmentation de la consommation de produits en bio, on a déjà eu une pente qui s'est inversée avec malgré tout là en ce moment un peu des difficultés sur certaines productions liées à des effets économiques, sachant qu'on est quand même un territoire où l'économie fonctionne encore plutôt bien. Et pour compléter sur ce levier-là, mais là pour le coup, en l'occurrence sur Rennes Métropole, ça va vraiment être le sujet du PAT, sur quelles actions vont être mises en œuvre pour concourir à atteindre ce changement de régime alimentaire. Sur le volet, nous, acceptabilité, on va dire introduction de produits bio et modification de la part de produits carnés ou non, il y a déjà un certain nombre d'actions qui existent et qui concourent notamment, en particulier en ce moment, on en parle souvent, à l'atteinte des objectifs de la loi Egalim, notamment dans tout ce qui est restauration collective, où là, il y a déjà des actions concrètes qui existent, de diagnostic de cantine qui permettent de travailler avec les restaurateurs et les producteurs locaux pour atteindre les objectifs de part de produits bio dans les restaurations collectives. Et également il y a également des actions auprès des familles. Alors chez nous, ça s'appelle les défis famille à alimentation positive, pour essayer d'augmenter la part de bio dans le panier des consommateurs sans augmenter le budget alloué à ça. Et il y a également un travail qui va être conduit là sur Rennes Métropole. Enfin, un des enjeux principaux sur Rennes Métropole, c'est l'accessibilité à l'alimentation de qualité. Et donc, avec un certain nombre de mesures là qui vont aller dans ce sens-là aussi et qui seront dévoilées quand le PAT sera terminé. Mais voilà, il y a déjà des choses, en tout cas, il y a des actions concrètes qui ont déjà été mises en place à l'échelle de Rennes Métropole et à l'échelle d'autres territoires sur l'introduction de produits bio dans les restaurations collectives, sur l'introduction de produits bio dans les paniers des consommateurs également, et sur la construction de filières locales. Je pense en particulier aux magasins de producteurs, des marchés locaux, qui sont déjà des choses qui existent en tout cas. Et par ailleurs, il vous aura pas échappé que Rennes Métropole vient d'approuver son schéma stratégique déchets à l'horizon 2030 et que dedans, il y a une action qui concerne la consommation de produits en vrac avec un encouragement aux produits bio aussi. Donc, c'est un autre axe, mais ça figure effectivement dans la stratégie déchets 2030 pour réduire les emballages. Mais ça concourt aussi à ce qu'on encourage la consommation de produits bio et locaux. Et vous n'hésitez surtout pas à nous contacter si jamais il y a des questions complémentaires. Là, je voyais dans le chat éventuel des éléments factuels par rapport aux chiffres qui ont été présentés et aux différents scénarios qui ont été proposés. Donc, s'il y a besoin d'informations complémentaires, il ne faut vraiment pas hésiter à revenir vers nous. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là.
Constance? Absolument. Merci pour vos derniers commentaires. Il est 16h02. On vous laisse en vous souhaitant une très belle fin de journée. Et puis, à très bientôt.